Ce qui est en jeu autour de cette loi est majeur. Et ce qui est en jeu autour du projet qui est porté par les socialistes est bien une bascule majeure dans la conception de la société. Et on est dans une situation qui est éminemment paradoxale, où d'un côté on ressent tous cette étonnante hiérarchie de priorités. Voilà un président de la République dont on s'attendrait qu'il mette toute son énergie dans la bataille pour l'emploi, dans lequel on s'attendrait à ce qu'il mette toute son énergie dans la reconstruction de l'Europe, dans lequel on s'attendrait à ce qu'il mette toute son énergie sur le pouvoir d'achat et la défense des classes moyennes. Et qui fait le choix, au contraire, et on en comprend bien les raisons, les arcanes politiques, de mettre sur la table des thèmes sociétaux et des débats sociétaux comme si c'était la priorité absolue de la France et comme si sur ce sujet, il y avait une urgence qui oblige à décider et à passer en force. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont manifesté. Ça n'était pas une décision qui, pour moi, était facile. C'est pas dans ma culture politique de manifester. Et ma culture politique, c'est pas la rue. Mais je l'ai fait sans état d'âme. Je l'ai fait en me sentant profondément en harmonie avec mes convictions. Parce que je ne voulais pas me dire dans quelques années, face aux questionnements qui auraient pu être ceux de mes enfants, ceux de mes proches, qu'en tant que responsable politique, je n'aurais pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher ce projet de loi. Et cette manifestation, ce moment où on s'est tous retrouvés ensemble, a été pour moi un moment très émouvant. Je pense qu'on l'a tous ressenti. Il y avait des gens qui étaient très divers. Chez moi, en Haute-Loire, on était parti à 4 heures du matin pour être là à l'heure. Il y avait des gens qui venaient d'horizons très multiples, mais qui avaient tous simplement, au fond du cœur, cette conviction qu'on était en train de faire quelque chose de grave et qui touchait aux fondamentaux, à nos valeurs essentielles, à ce qui est notre conception profonde du vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous a été opposé ? Ce qui nous a été opposé sont des insultes. Ce qui nous a été opposé, ce sont des caricatures. Ce qui nous a été opposé, c'est un effort de tout le gouvernement pour essayer de nous fermer la porte et de nous empêcher de parler. On nous a traités de manifestants contre l'amour. Je ne sais pas si ici vous avez manifesté contre l'amour. On nous a expliqué que nous étions des homophobes, comme si c'était l'argument ultime pour fermer le débat. On nous a dit que nous manquions d'intelligence et qu'il fallait qu'on fasse un effort d'ouverture pour s'ouvrir à la tolérance parce que nos esprits étaient trop bornés. On nous a expliqué que nous étions des ringards. Certains des parlementaires de notre majorité, des femmes, se sont fait accuser de vouloir avoir le monopole de l'utérus. Vous apprécierez l'élégance des attaques qui ont été portées par la gauche contre nos convictions. Et puis il y a eu enfin cet extraordinaire moment. Quand on est contre le gouvernement, on est condamné au silence. Quand on est en revanche porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, là on peut aller s'adresser à des enfants qui ont 14 ans pour faire un travail de propagande et d'intoxication en expliquant que, bien entendu, le mariage et l'adoption par des couples homosexuels, c'est un progrès pour l'ensemble de la société. Eh bien non, Madame Vallaud-Belkacem, ça n'est pas un progrès pour l'ensemble de la société. Et ce qui, moi, m'a choqué le plus, ça m'a choqué parce que ça touchait aussi à certaines de mes convictions profondes et à ma conception de la laïcité. C'est qu'on nous a dit que les églises n'avaient pas droit à la parole. Qu'il faudrait que les églises se taisent sur un sujet comme celui-ci. Les associations gays ont le droit de parler, mais les églises en France n'ont pas le droit de s'exprimer. Elles n'auraient pas le droit de défendre leur vision de la famille. Eh bien non, désolé. La conception de la laïcité française, ça n'est pas le silence des religions et des églises sur des sujets qui sont aussi majeurs. Et ça fait partie des valeurs que nous devons défendre, y compris les racines chrétiennes de notre pays. Alors, que faut-il attendre ? Que faut-il attendre de Hollande ? Vous l'avez entendu, ma réponse, malheureusement, tient en 4 lettres. Rien. Voilà un président de la République qui explique qu'il est ouvert à la concertation et qu'il va recevoir les opposants. D'abord, il a quand même fallu lui mettre 1 million. Bien 1 million, hein, Valérie. Le chiffre, c'est 1 million. Il a fallu mettre 1 million de personnes dans la rue pour qu'il daigne ouvrir la porte. Pour qu'il daigne ouvrir la porte. Mais rassurez-vous, la concertation version Hollande, on ne sera pas déçus. Parce que ce qu'il a expliqué, c'est qu'il allait recevoir les opposants pour leur expliquer à quel point il était opposé à leur démarche, à nos doutes, à nos inquiétudes. Voilà ce qui s'appelle l'écoute version socialiste. Il nous reçoit pour nous expliquer à quel point nous sommes dans l'erreur. Vous apprécierez la qualité d'écoute, de respect et d'attention. Monsieur Hollande,
il y a des inquiétudes fortes dans ce pays sur ce projet que vous portez. Monsieur Hollande, il y a un débat qui est légitime de notre part. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main comme si les inquiétudes et les questionnements qui étaient les nôtres ne valaient rien. Vous avez le devoir, en tant que président de la République, d'être le président de tous les Français. Vous avez le devoir d'entendre les inquiétudes profondes qui sont montées du pays. Et vous avez le devoir de faire preuve d'un peu plus de respect à l'égard de ceux qui ont aussi le droit d'exprimer leurs questionnements, leurs interrogations et leurs valeurs. Et nous sommes ici plusieurs à défendre l'idée d'un référendum. Parce que sur un sujet comme celui-ci, ne laissons pas le gouvernement socialiste fermer la porte au nez des Français. Sur un sujet qui est aussi important, quelques parlementaires que nous soyons, nous défendons le fait que ce soit vous qui ayez le droit de vous exprimer. Les référendums, la consultation du peuple, ça fait partie des valeurs de notre famille politique. Je croyais que la gauche parlait de démocratie participative. Visiblement, sur les sujets qui les gênent, là, il n'y a plus de démocratie participative. Et Ségolène Royal est devenue tout d'un coup bien silencieuse. Pourquoi, fondamentalement, sommes-nous contre ? La première raison, d'abord, reconnaître l'autre, reconnaître la diversité, reconnaître la place qui doit être faite dans la société française pour les couples homosexuels, évidemment. Mais pour faire cette place-là, faut-il détruire le modèle de toute la société ? Pour faire une place qui est la place d'une communauté, qui est une minorité en France, doit-on aboutir à changer la conception de toute la société française ? Moi, ça n'est pas cela, mon approche de la diversité et du respect de l'autre. Il faut mettre en place des structures qui permettent aux couples homosexuels de vivre et d'être protégés par la société. Mais il ne faut pas demander de chambouler toute la vision sur laquelle est construite notre société depuis des siècles. Parce que ça, c'est aboutir à une dictature de pensée qui consiste, pour faire sa place à une minorité, de demander d'uniformiser toutes les pratiques. Respecter la diversité, ça n'est pas cela. C'est proposer à chacun un système social qui correspond aux aspirations et aux choix de chacun, et non pas dicter à tout le monde le même modèle uniforme. C'est la première raison de mon opposition fondamentale. La deuxième raison, elle est liée à la conception de la nature. Quand l'homme décide de s'émanciper totalement de la nature, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à ce sujet, alors il n'y a plus de limite. Alors il n'y a plus d'équilibre. Alors nous basculons dans un univers où nous n'aurons plus de points d'ancrage et de points de repère. À partir du moment où l'homme déciderait que père et mère ne sont plus des sujets, à partir du moment où l'homme déciderait que par le pouvoir de la science, il peut totalement s'émanciper de ce qu'est la règle naturelle de conception d'un enfant, alors on bascule dans un autre univers, un autre monde, qui peut être particulièrement dangereux, parce qu'il n'y aura plus aucun point de stabilité. Et c'est aussi pour cela que je me bats. On cherche à nous expliquer que les sujets sont dissociés. Mais on a bien compris qu'ils n'avaient rien de dissocié. Que le mariage et l'adoption homosexuelle est bien une loi qui prépare la prochaine loi. Et que dans la prochaine loi, il y a bien la procréation médicalement assistée. Et qu'il est évident qu'une fois qu'on aura fait la procréation médicalement assistée, les bébés éprouvettes, eh bien on arrivera à la gestation pour autrui, évidemment, parce que les couples homosexuels masculins demanderont la même possibilité que les couples homosexuels féminins, et que donc on aboutira dernière à la gestation pour autrui. À partir du moment où, par la loi, les politiques veulent totalement s'émanciper de la nature, il n'y aura plus aucun point de repère et point de stabilité dans un univers où, au contraire, nous avons plus que jamais besoin de points de repère. C'est la deuxième raison de mon opposition. Mais là où je ne veux pas que nous nous trompions, c'est que nous avons affaire à un projet fondamental de destruction et d'affaissement de tous les repères de la famille. C'est la même volonté qui est à l'œuvre quand on cherche à remettre en cause le fonctionnement du quotient familial. C'est la même démarche qui est à l'œuvre quand on cherche à fragiliser les droits de succession. C'est la même démarche qui est à l'œuvre quand on cherche à couper pour nos étudiants, à travers une refonte du système de bourse, le lien entre les familles et les étudiants. C'est la même démarche qui est à l'œuvre quand, Camille, tu l'as rappelé, on veut remettre en cause la loi que nous avions mise en place pour rappeler aux familles qu'elles ont aussi des devoirs de s'occuper de leurs enfants, et notamment à travers l'absentéisme. La démarche politique, foncièrement idéologique,
portée en ce moment par François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est une politique d'affaissement et d'abaissement systématique de la place de la famille dans la société française. Et Bruno, tu l'as rappelé, on touche là à un des piliers qui était un des piliers solides de la France, à un des piliers qui permettait notamment à notre pays d'avoir une politique de natalité qui est sans doute un de nos meilleurs gages d'espoir. Voilà ce que la gauche est en train fondamentalement de fragiliser à travers cette loi, mais plus fondamentalement à travers l'ensemble de son travail depuis 8 mois. Alors, vous me permettrez de finir avec 2 idées qui sont 2 idées fondamentales de ce qu'est notre approche et notre conception de la politique. La première, d'abord, le politique n'est pas là pour suivre. Le politique n'est pas là pour avaliser l'évolution de la société. Le politique n'est pas là pour cautionner et venir après, pour mettre une signature en bas à droite d'une société qui change. Le politique est là, et c'est la noblesse de notre engagement, pour proposer un modèle, pour proposer des valeurs, pour proposer un repère. Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des gens qui avons des convictions et qui les défendons. Ceci était résumé par Pompidou, qui est un homme que j'aime beaucoup et qui était en plus un Auvergnat. Et donc, en tant qu'habitant de la Haute-Loire, vous comprendrez que j'ai une affection toute particulière pour lui. Eh bien, Pompidou disait une phrase qui, pour moi, résume tout. Tout a changé, oui. Mais est-ce que pour autant tout doit changer? Tout a changé, certes. Mais est-ce que cela aboutit à un principe moral qui fasse que nous devions cautionner ce changement en se contentant de suivre un mouvement? Je ne le crois pas. Et je crois que c'est précisément, ça fait partie de nos devoirs de politique, à des moments d'être capable de dire « nous ne sommes pas là juste pour suivre un changement ». La question que nous devons nous poser est est-ce que ce changement est bon ou est-ce qu'il est mauvais pour la société française? Et je suis convaincu que ce changement en ce moment est mauvais. La deuxième conception qui est la nôtre sur la politique, c'est que nous ne sommes pas là pour faire du politiquement correct. Vous savez, je fais partie des députés qui sont plutôt dans la jeune classe. Encore 37 ans, comme dit ma grand-mère, il va rapidement falloir t'inventer d'autres qualités. Mais à ce stade, je fais encore a priori partie de la jeune classe. Vous n'imaginez pas toutes les pressions que j'ai eues. M'expliquant, mais enfin, Laurent, quand on a 37 ans, c'est évident qu'il faut être pour le mariage et l'adoption par des couples homosexuels. Il faut être moderne, il faut aller dans le sens du temps, il faut aller dans le sens de l'évolution des mœurs. Tu ne peux pas être réactionnaire, tu ne peux pas aller manifester. J'ai eu le droit à toutes les pressions, toutes les intoxications. Tout ce travail consistant à m'expliquer, c'est la modernité. Et donc, il faut être pour la modernité. Eh bien, moi, je ne suis pas en soi pour la modernité. Si la modernité, c'est les bébés éprouvettes, je ne suis pas pour la modernité. Si la modernité, c'est faire en sorte qu'on puisse louer le ventre d'une femme comme un bien, comme à l'époque du pire esclavagisme du corps humain qu'on pouvait connaître à la fin du 19e siècle, eh bien non, je ne suis pas pour cette modernité. Et oui, j'assume à certains moments de dire que je ne fais pas de la politique pour cautionner une modernité qui est juste l'alibi du politiquement correct que la gauche cherche à nous imposer. Alors mes amis, il faudra se battre sur ce projet jusqu'au bout. Nous le ferons dans l'hémicycle. Et nous sommes prêts à le refaire dans la rue s'il est nécessaire à nouveau de faire entendre notre voix. Nous le ferons avec détermination parce que nous avons conscience que se joue là quelque chose de fondamental. Nous le ferons parce que nous croyons fondamentalement que la famille, c'est d'abord un père et une mère. Nous le ferons parce que nous croyons fondamentalement qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, mais qu'il y a un devoir de l'enfant. Nous le ferons parce que nous croyons que la famille est cet équilibre subtil, construit à travers le temps, sur lequel repose la société française, un équilibre de droits et de devoirs. Et nous le ferons surtout parce que nous sommes convaincus que la famille est une notion éminemment moderne et une belle notion qui a de l'avenir. Et cela, ce sont nos valeurs, et nous n'avons pas à en avoir honte. Merci à tous.